Emmanuel Dupuis est aujourd'hui l'invité de la rédaction de Média TV Afrique, président de l'Institut Prospective Sécurité en Europe. Il revient avec nous sur les derniers développements dans la zone tampon de Guelgaret. Emmanuel Dupuis, bienvenue à vous. Bonjour. Alors, on vient de le voir, le trafic a repris au poste frontière de Guelgaret. L'intervention des forces armées royales a donc mis un terme au blocage de la zone tampon. Une intervention rapide qui a poussé les miliciens du Polisario à la fuite. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, alors une intervention rapide, mais une intervention néanmoins patiemment préparée. Et je crois que votre reportage montre bien que le Maroc a fait œuvre et acte de patience. 24 jours séparent l'intervention des forces armées royales du blocage de la route, ô combien importante, puisque la plupart des intervenants, et je pense notamment au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a rappelé l'importance de la liberté de circulation des biens, des personnes, et évidemment dans la logique de favoriser la coopération économique entre pays de la zone et plus précisément entre le Maroc et la Mauritanie. 24 jours de patience avec une intervention mesurée. D'ailleurs, le communiqué des forces armées royales précise qu'elles ont agi selon d'ailleurs un des articles qui régit la zone tampon, le cessez-le-feu de 1991, précisément l'accord militaire numéro 1, et je le cite, régissant tout mouvement militaire dans cette partie de la zone tampon, donc à l'est et au sud du dispositif militaire marocain, prescrivant l'usage de la force, sauf en cas de légitime défense. Je crois que nous étions dans cette situation, et c'est la raison pour laquelle l'offensive marocaine s'est inscrite dans une logique non offensive, dans une logique de défense, et absolument pas dans un caractère belliqueux. Du reste, la brièveté des combats et donc l'immédiateté de la réouverture de la route après 22 jours, mais suite à une intervention, montre à quel point la patience a été de rigueur. D'accord. Et évidemment dans un contexte, je termine, dans un contexte dans lequel évidemment tout le monde incitait à cela. Le secrétaire général des Nations Unies était d'ailleurs parfaitement informé de cela par le gouvernement marocain, qui l'a tenu informé durant les 24 jours de ce blocage. Alors poursuivons, Emmanuel Dupuis, vous l'évoquiez à l'instant, le Maroc l'a réitéré le jour même de l'opération des forces armées royales. Le Royaume a rappelé son attachement ferme à la préservation d'un cessez-le-feu dans la région. Il a d'ailleurs patienté, comme vous le disiez, avant de décider d'agir pour mettre fin aux agissements des miliciens du Polisario. Oui, alors le Maroc s'est inscrit dans un contexte très particulier qui est favorable au processus politique, car processus politique il y a, et processus politique le processus politique est indiqué dans toutes les résolutions. Il y en avait quand même eu 17 depuis la proposition marocaine du plan d'autonomie qui a été proposé en 2007, et plus précisément une très récente, le 30 octobre dernier, la résolution 2548, qui incite, je cite, à la reprise du processus politique avec une nouveauté, puisque après avoir longtemps éludé cette question, l'Algérie fait partie des parties prenantes, sont donc invités à rentrer dans une discussion politique pour assurer un plan d'autonomie pour le Sahara marocain, enfin pour le Sahara, dans cette partie du Sahara tout court, sont incités donc à discuter non seulement le Maroc et la Mauritanie, mais également l'Algérie et donc le Polisario. Et donc de facto, on se rend compte que cette situation ne convenait pas forcément à une des parties. C'est la raison pour laquelle il y a eu vraisemblablement ce qu'apparaît comme une instrumentalisation politique, alors qu'il s'agit bien d'une question juridique. La question juridique s'appuie sur la proposition du plan d'autonomie telle qu'elle a été proposée en 2007, je le rappelais, mais également avec les nombreuses initiatives, et je pense notamment aux 5 dernières résolutions qui incitent à ce que l'on pense deux fois dans deux logiques bien complémentaires. Premièrement, l'africanité du Maroc. Le Maroc est partie intégrante de l'Union africaine depuis janvier 2017. Le Maroc a vocation à être intégré dans l'espace économique ouest-africain. C'est une demande qui a été reçue et réaffirmée comme telle par les 15 pays de la CEDEAO en juin 2017 de nouveau. Et donc cette logique, cette double logique aussi du caractère marocain de cette région du monde, en tout cas définie par l'ensemble des 17 résolutions qui ont émaillé
désormais 45 dernières années depuis la marche verte qui a été célébrée le 7 novembre, depuis l'anniversaire de la marche verte qui a été célébrée le 7 novembre dernier. Alors, nous l'avons vu, de nombreux pays ont apporté leur soutien suite à l'intervention des forces armées royales, exprimant leur appui à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du royaume. Comment peut-on interpréter ces soutiens ? Alors, il y a effectivement une donne internationale qui est nouvelle. Elle est nouvelle puisque 16 consulats se sont ouverts, que ce soit à Laayoune et à Dakhla. Elle est d'autant plus intéressante, au sens littéral du terme, que la plupart de ces pays ont apporté leur soutien au Maroc. Et plus précisément, vous l'avez mentionné dans votre reportage, l'ancienne puissance coloniale, l'Espagne, et puis c'est d'ailleurs la raison pour laquelle des heurts se sont déroulés devant plusieurs représentations diplomatiques, la Mauritanie, première intéressée, puisqu'il s'est agi de bloquer la circulation des 200 camions qui attendaient de traverser la frontière pendant donc ces 24 jours de fermeture du poste frontière, et puis bien évidemment l'ensemble des pays ouest africains, et puis notamment, et puis en plus de cela, bien sûr, d'autres pays qui ont apporté leur soutien très très rapidement. Je pense notamment au Qatar, je pense notamment à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, à la Jordanie, et puis ne l'oublions pas, l'Union africaine qui, par la voix du président de la Commission, Moussa Faki Mahamat, a rappelé l'attachement qui est le sien, celui de son organisation, depuis le sommet de Nouakchott en 2018, réaffirmant la bicéphalité du traitement de ce dossier, Union africaine certes, mais aussi avec une prise en compte onusienne renforcée. Peut-être d'ailleurs faut-il s'interroger sur le fait que la succession de hors scolaires a peut-être été un facteur déclencheur en l'absence d'un médiateur onusien, puisqu'il n'y a toujours pas de successeur. Peut-être a-t-on accéléré un processus qui aurait dû être traité diplomatiquement, mais ça c'est une question incidente. Et puis je termine aussi par la position forte de l'Union européenne, puisque le commissaire de l'Union européenne chargé du voisinage, Oliver Varhelyi, a rappelé, je cite, l'importance que l'Union européenne accordait à la préservation de la stabilité politique et économique du voisinage européen, et de ce fait, rappelant que les deux résolutions, la résolution 2414 d'octobre 2018 et la résolution 2548 du 30 octobre 2020, appellent à ce que cette situation soit réglée autour d'une table dans le cadre d'un processus politique. Alors, à l'instar de la République coopérative de Guyana, ils sont maintenant 14 pays de la région à avoir retiré leur reconnaissance à la pseudo-RAST depuis 2010. Un revers manifeste pour les séparatistes du Polisario. Emmanuel Dupuy. Oui, c'est sans doute la raison pour laquelle le Polisario est un petit peu aux aguets et d'une certaine façon se trouve dans un contexte particulièrement compliqué. Le pays voisin, l'Algérie, se trouve dans une situation où le président Tebboune n'est plus en capacité, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, d'exercer la plénitude de l'exercice de son pouvoir, puisqu'il n'est pas à Alger, il n'est pas au palais de Mouredia, mais il se trouve bien dans un hôpital à Cologne. Ça ne veut pas dire qu'il y a rupture dans l'organisation du pays, mais il y a sans doute un peu de fébrilité, un peu de fragilité, donnant peut-être l'impression que l'establishment militaire reprend un peu la main, revenant un peu sur la geste démocratique qui avait été initiée avec la chute du président Bouteflika en avril 2019, avec l'élection du président Tebboune en décembre 2019, et puis avec le mouvement du Irak qui continue à réclamer davantage de démocratie. Donc peut-être y a-t-il un peu de fébrilité qui a pu accélérer, instrumentaliser peut-être, mais ça reste évidemment à être démontré. En tout cas, c'est un contexte dans lequel on sent bien que la profondeur stratégique du Maroc et donc l'africanité du Maroc, au même titre que l'importance de l'élargissement de la zone de l'Afrique de l'Ouest à des pays comme le Maroc et accessoirement comme l'Algérie et la Tunisie, dans une logique où la plupart des maux et des aléas auxquels ils font face, la question migratoire, la question du terrorisme, la question du hiatus qui peut exister entre des peuples qui aspirent à une plus grande démocratie et à des mouvements idéologiquement proches des mouvements salafistes qui tendent à remplacer parfois les autorités politiques mal ou peu élues. Bref, il y a toute une série de logiques qui imposent et qui, d'une certaine façon, justifierait une intégration régionale qui, pour l'instant, est bloquée par cette question, et, faut-il le rappeler, déjà depuis pratiquement 40 ans.
Emmanuel Dupuy, président de l'Institut Prospective Sécurité en Europe, était l'invité de la rédaction de Média TV Afrique. Merci pour cette analyse.